Allô tout le monde. J'ai vraiment, hâte de vous partager le beau contenu qu'on a pour vous aujourd'hui. On va parler de 4 façons dont le conseil d'administration contribue à la performance de ton organisation. Avant de s'embarquer dans le contenu, on va, comme à l'habitude, faire les quelques petits éléments de cuisine qu'on a à faire. Donc, si vous me le permettez, j'embarque tout de suite avec ma diapo d'introduction. Le titre du webinaire d'aujourd'hui, c'est un CA qui fait la différence, 4 façons dont le conseil d'administration contribue à la performance. C'est notre 145e webinaire, bien sûr présenté en collaboration avec l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Pour ceux et celles, pardon, je vais trop vite, qui me connaissent peut-être pas encore, moi c'est Julie du Centre pour l'excellence en gouvernance organisationnelle ici chez Discutus. Puis c'est moi aujourd'hui qui a le plaisir de vous accompagner dans notre contenu. Donc, premièrement, pourquoi le webinaire d'aujourd'hui? Vraiment, c'est pour se ramener à l'essence même de la motivation qui est probablement la plus répandue des administrateurs et des administratrices. Pourquoi rejoindre un conseil d'administration? Bien, la plupart d'entre vous, si vous êtes administrateur, administratrice, dirigeant, dirigeante, c'est pour faire une différence dans ta communauté. Pourquoi est-ce qu'on veut parler de 4 façons dont le conseil d'administration contribue à la performance de l'organisme? Bien, c'est pour vous encourager dans votre parcours d'administrateur, de personne qui siège sur un CA, à laisser derrière toi une organisation dans un meilleur état que lorsque tu y es arrivé. On a aussi le goût, par le contenu d'aujourd'hui, de donner l'envie, c'est-à-dire de prendre plaisir à être dirigeant, dirigeante ou administrateur, administratrice. Parce que siéger sur un conseil d'administration avec dans l'idée qu'on contribue à la performance de l'entreprise et donc qu'on fait une différence dans notre communauté via une organisation performante, ça peut être vraiment motivant. Puis pourquoi parler des façons dont le conseil d'administration a un impact sur la performance? Bien, c'est pour vous faire comprendre aussi qu'à quelque part, une organisation performante, via des interventions du CA puis une gouvernance bien structurée, bien, ça peut aussi avoir des effets positifs sur le personnel, surtout l'équipe de direction. Hein, c'est sûr qu'au sein de la table de conseil d'administration, la personne à l'interne avec laquelle on a le plus de contacts directs, bien, ça va être la direction générale, c'est sûr. Je veux faire attention ici parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que dans la gouvernance, tu as comme travail de gérer les ressources humaines. Hein, ça, on le sait, dans un modèle de gouvernance où il y a une direction générale, on délègue la gestion des RH à la DG. Ça reste que toi, comme personne qui siège sur un conseil d'administration, par tes interventions, par ta prise de décision rigoureuse, par ta contribution au débat d'idées autour de la table du conseil, tu as un impact sur la réussite de la performance de l'organisme et donc, par ricochet, tu as aussi un impact sur les gens qui travaillent dans l'entreprise. Même si tu n'interagis pas directement avec eux ou avec elles, hein, c'est-à-dire avec les membres du personnel, de par ta contribution, ta participation au conseil d'administration, tu as certainement un impact sur la performance et donc tu impactes également le personnel. C'est pour ça aujourd'hui qu'on veut parler de performance, puis de façon dont le conseil d'administration contribue à la performance du conseil d'administration. Donc, de quoi on parle aujourd'hui spécifiquement? On va définir ensemble, comme on a toujours l'habitude de le faire, qu'est-ce que c'est la gouvernance. On va aussi faire un petit point sur les rôles. Hein? Le rôle ultime des administrateurs et des administratrices, puis le rôle des dirigeants et des dirigeantes. On va ensuite entrer dans vraiment concrètement, là, quels sont 4 moyens, 4 façons dont le conseil d'administration contribue à la performance de l'entreprise. On va parler de créer une culture d'imputabilité. On va parler de maintenir l'efficacité et l'efficience du conseil. On va parler de l'importance de maintenir des communications efficaces et on va finir par parler de la réussite des comités. Donc, allons-y.
Ceux et celles qui nous suivent, vous connaissez probablement déjà cette définition sur le bout des doigts. Mais il n'y a rien comme la répétition pour vraiment ancrer un concept et en approfondir sa maîtrise. Donc, on commence aujourd'hui en définissant, comme on le fait dans tous nos webinaires en gouvernance, c'est quoi la gouvernance? N'importe quelle des lois sur les organismes à but non lucratif que tu ouvres au pays, que ce soit en Ontario, au Québec, dans un des territoires, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, les lois sur les organismes à but non lucratif au Canada ne parlent pas de gouvernance. Ils vont parler de choses que le conseil d'administration ou que les administrateurs et administratrices devraient faire et ne pas faire ou peuvent faire et ne pas faire, mais ils n'utilisent jamais le mot gouvernance. Pourquoi? Parce que la gouvernance, c'est vraiment un terme de gestion. La gouvernance, c'est tout ce dont se dote le conseil d'administration qui lui permet de prendre les meilleures décisions possibles pour le bien de l'entreprise. Donc, quand tu penses à gouvernance, pense à l'ensemble des outils, des mécanismes, des structures et des pratiques qui permettent au CA de prendre les meilleures décisions possibles pour le bien de l'organisation. La gouvernance, ça sert vraiment à assurer la bonne conduite de l'organisation. Une bonne gouvernance, les bons outils, les bonnes structures, les bonnes pratiques va vous permettre de mettre en place comme conseil un fonctionnement qui permet au conseil de respecter l'ensemble de ses obligations fiduciaires. Parce que n'oublions pas qu'en tant que personne qui siège sur un CA, en tant que conseil d'administration, vous avez des obligations fiduciaires. Vous êtes fiduciaire de l'entreprise. Vous avez donc des responsabilités financières, légales et éthiques. Pour un peu résumer les deux premiers points, n'oubliez pas que pourquoi une bonne gouvernance ou c'est quoi la gouvernance? Ben, c'est vraiment la toile de fond d'une saine culture d'imputabilité. On va en parler tout à l'heure. Une des façons dont le conseil d'administration contribue à la performance de l'OSBL, de l'entreprise, c'est vraiment par l'instauration, le maintien d'une culture saine d'imputabilité. Bien, une des façons de l'atteindre, la culture saine d'imputabilité, c'est par la mise en place d'une gouvernance robuste, des bons outils, des bons mécanismes, des structures et des pratiques qui permettent au conseil de prendre les meilleures décisions possibles, de pratiquer la diligence raisonnable et de maintenir une assurance raisonnable que les choses vont bien dans l'entreprise. C'est vraiment important de commencer ce webinaire-là avant même d'aller dans les 4 façons dont le conseil d'administration contribue à la performance. On fait un petit survol des rôles parce qu'il y a des rôles et responsabilités qui sont vraiment cruciales pour maximiser l'impact de la gouvernance sur la performance. Puis le rôle des dirigeants et des dirigeantes, ça en fait partie. Donc, c'est quoi vraiment être un dirigeant ou une dirigeante quand on parle d'un conseil d'administration? Si je peux mettre des mots, ici, dirigeant, dirigeante, c'est direction générale, présidence du conseil d'administration, vice-présidence si vous en avez, secrétaire de gouvernance, trésorier, trésorière. Ce sont les postes de dirigeants, dirigeantes les plus fréquents dans les organismes à but non lucratif. Ça veut dire quoi être dirigeant, dirigeante? Ça veut dire être au service du conseil d'administration. Probablement pour la plupart de vos conseils, la présidence du conseil d'administration est choisie parmi les personnes qui sont élues administrateurs, administratrices. Je comprends qu'il y a des conseils d'administration dans lesquels la présidence va être élue, par exemple les organismes qui font de la représentation. Pensons entre autres à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, notre partenaire dans la livraison de ces webinaires-là pour le renforcement des capacités du réseau d'organismes à but non lucratif. Eux, parce qu'ils font de la représentation auprès d'instances gouvernementales, c'est un de leurs volets importants, bien, la présidence du conseil, elle est élue par les membres.
Dans la plupart des autres organismes, et j'imagine dans la plupart de vos organismes, la présidence du conseil d'administration va être choisie parmi les personnes qui sont élues à l'Assemblée des membres. Hein, si c'est dans votre modèle de gouvernance, là, ça fonctionne probablement grosso modo comme ça. Bien, être élu président ou présidente d'un conseil d'administration par ses collègues administrateurs et administratrices autour de la table, ça veut dire être au service de l'organisme. Si tu es choisi pour jouer ce rôle-là, présidence, secrétaire, trésorier, trésorière, tu es choisi pour jouer un rôle de leadership et de mobilisation au sein du conseil d'administration. Ça veut aussi dire que tu prends en charge un des grands chantiers du conseil. Par exemple, la personne qui est choisie, élue trésorière, ben, elle a normalement un bien plus gros rôle, pardon, une bien plus grosse responsabilité, un œil beaucoup plus attentif sur la santé financière ainsi que la gestion financière. Hein, souvent, la personne qui est trésorier, trésorière, ça va être la personne qui va être à la tête du comité de finances et d'audit. De la même façon, normalement, ou plus souvent qu'autrement, la personne qui est choisie pour être présidente du conseil d'administration, c'est souvent elle qui va avoir un rôle, qui va avoir une responsabilité d'encadrement et d'évaluation de la direction générale. C'est donc souvent cette personne-là qui va présider le comité d'encadrement et d'évaluation de la direction générale. De la même façon que la secrétaire de gouvernance, pardon, va avoir un rôle de prise en charge du grand chantier du conseil qui est vraiment la gouvernance, les outils, les processus, les mécanismes et la conformité. Ça va souvent être la personne qui est secrétaire de gouvernance qui va présider, hein, le comité de gouvernance et de conformité. Je t'invite à te souvenir qu'être dirigeant, dirigeante, c'est une prise en charge de responsabilité, pas mal plus qu'une prise en charge de pouvoir. Parce qu'aux yeux de la loi, le CA doit nommer une présidence, mais la présidence, elle n'a pas plus de pouvoir que n'importe quel autre administrateur ou administratrice. Elle a juste plus de responsabilités. Puis quelles sont les responsabilités qu'on accorde, qu'on attitre à nos dirigeants et nos dirigeantes? Bien, c'est à nous de le déterminer. L'outil de gouvernance, je fais un petit clin d'œil à ma définition du début, hein? Un des outils de gouvernance privilégiés pour venir écrire, documenter les rôles et les responsabilités des dirigeants et des dirigeantes, c'est les politiques et procédures de gouvernance. Donc, la loi ne nous dit pas les responsabilités d'une personne trésorière au sein du conseil d'administration doivent être A, B, C, D, E. Ce n'est pas dans la loi ces affaires-là. Ce sont des éléments de gouvernance pour lesquels vous êtes responsable. Donc, c'est au conseil d'administration, dans ses politiques et ses procédures de gouvernance, par exemple, de venir dire, bien, la présidence du conseil, voici son rôle et voici ses responsabilités. La personne trésorière, voici une description de son rôle et voici les responsabilités qui viennent avec. Le point sur lequel je veux insister ici, c'est qu'être un dirigeant ou une dirigeante autour de la table d'un conseil d'administration ne veut pas dire que tu as plus de pouvoir que tes collègues administrateurs et administratrices. Tu as juste plus de responsabilités. C'est donc dire le cinquième point ici sur ma diapo. Le dirigeant ou la dirigeante va avoir une charge de travail additionnelle à celle des administrateurs et des administratrices. Souviens-toi, pourquoi je te parle de tout ça? C'est parce que c'est important que les rôles et les responsabilités soient bien définis pour nous permettre de mettre en place les 4 façons dont un conseil d'administration contribue à la performance. Donc, mes diapositives ici sur les rôles sont vraiment pour vous donner matière à réflexion et des pistes de réflexion pour dire, moi, ça a l'air de quoi dans mon conseil d'administration, ça? Puis si je pour mettre en place ou m'interroger sur des façons dont le CA maximise la performance, bien, on peut-tu commencer par s'entendre sur les rôles et responsabilités? Donc, c'est pour ça que je te parle de ceci. Et c'est pour ça aussi que j'en viens, avant de rentrer dans mes 4 façons, j'en viens à te parler du rôle du CA, le rôle du conseil d'administration. Donc, la responsabilité première du conseil, des administrateurs et des administratrices, c'est de gérer
ou de surveiller la gestion de l'organisation. Ça, c'est presque tiré verbatim, là, mot pour mot. C'est presque un extrait de certaines lois sur les OSBL au pays. La loi fédérale, entre autres, ainsi que la loi de l'Ontario. La loi nous dit les administrateurs et administratrices gèrent ou surveillent la gestion. Donc, un exemple d'un conseil d'administration qui gère l'organisme, ben, ça va être un conseil d'administration où il n'y a pas d'employés rémunérés ou très peu d'employés rémunérés. Normalement, on parle ici de conseil d'administration ou d'organismes dans lesquels il n'y a pas de direction générale. Hein, c'est le conseil d'administration qui met en place et livre les programmes, services et activités, soit avec ces autres personnes du CA ou parfois avec des comités de bénévoles ou quoi que ce soit. Fait que dans mon exemple, je reprends un petit peu dans l'exemple du CA qui gère, ben c'est un CA où il y a pas ou peu d'employés, puis il n'y a définitivement pas de DG, ou il n'y a pas de direction générale rémunérée qu'on surveille. Fait que dans un conseil d'administration opérationnel hein, qui fait les choses, vous êtes non seulement responsable pour la gouvernance, mais vous êtes aussi responsable de gérer l'organisme, c'est-à-dire livrer les programmes et services, mise en œuvre efficace de la mission, réalisation de la vision stratégique et tout et tout. Le CA surveillant, lui, est là pour surveiller souvent le travail d'une direction générale, peut-être même d'une équipe de gestion, mais je ne veux pas induire personne en erreur ici. L'équipe de gestion va être sous la gestion de la direction générale. Mais non plus, ce n'est pas anormal qu'il y ait une direction des finances, par exemple, qui soit à la plupart des rencontres de CA pour rapporter sur les finances et autres choses pertinentes à son rôle. Mais l'idée de base ici, c'est de vous souvenir que selon votre modèle de gouvernance puis votre réalité organisationnelle, le CA gère ou surveille la gestion de l'organisation. Puis là, j'y vais avec ma première façon dont le conseil d'administration contribue à la performance de l'organisme, de l'OSBL, de l'entreprise. Puis là, sachez, quand je dis OSBL, OBNL, entreprise, pour moi, ça veut tout dire la même chose ici. Là. Quand je parle de ça, je parle de l'OSBL au sein de laquelle tu travailles ou l'OSBL au sein de laquelle tu sièges au conseil d'administration. Parce qu'en définitive, un organisme à but non lucratif, c'est quand même une entreprise, c'est juste qu'elle est à but non lucratif. Hein, donc, je voulais juste revenir là-dessus rapidement pour m'assurer que je ne crée pas de la confusion. On a parlé de rôle et responsabilité, rôle des dirigeants et des dirigeantes, leadership, mobilisation, responsabilité, prise en charge d'un secteur bien spécifique de l'entreprise au point de vue de la gouvernance, par exemple finances, gouvernance et conformité, évaluation, encadrement de la direction générale. On a parlé aussi du rôle du conseil d'administration. Hein, les administrateurs gèrent ou surveillent. On passe ensuite à la prochaine vitesse dans le vif de notre contenu aujourd'hui, qui est 4 façons dont le conseil d'administration contribue à la performance de l'OSBL. Ben, c'est en créant une culture d'imputabilité. Première chose. Qu'est-ce que ça veut dire, créer une culture d'imputabilité? Ou comment est-ce que ça se fait, ça, pour un conseil d'administration? Puis pourquoi c'est important? Bien, première façon de le faire, c'est de créer un cadre d'imputabilité de la direction générale. Pour créer une culture d'imputabilité, il faut d'abord que la personne embauchée spécifiquement pour gérer l'entreprise au quotidien ait des paramètres très clairs quant à l'imputabilité. Dit autrement, le CA devrait, idéalement, a comme rôle de dire à la direction générale ce sur quoi le CA veut qu'elle rapporte. Pensez ici à indicateurs stratégiques, indicateurs opérationnels et autres. Le CA veut aussi dire à sa direction générale, voici la fréquence à laquelle on veut que tu nous rapportes sur telle chose, puis voici certaines cibles qu'on s'attend qui soient rencontrées. Une des façons dont le conseil d'administration contribue à la performance de l'organisme,
Ben, c'est en établissant des lignes directrices et des attentes très claires envers la direction générale. Un CA qui contribue à la performance, c'est aussi un CA qui mise sur une reddition de compte de la part de leur direction générale qui est axée sur les résultats plutôt que sur les activités. On le sait que nos directions générales dans le réseau sont toutes busy. Moi, personnellement, si je suis autour d'une table de conseil d'administration, puis je reçois un rapport de la direction générale qui est axé beaucoup sur qu'est-ce qu'elle a fait pendant le mois, ben, je vais peut-être être en train de me demander comment c'est pertinent à mon travail de surveillance. On sait qu'ils sont busy, nos directions générales. Moi, je suis beaucoup plus intéressée comme administrateur ou administratrice à obtenir une reddition de compte qui est basée sur les résultats organisationnels. Résultats en matière de finances, bien sûr, résultats stratégiques, résultats, pardon, en matière de résultats clés en matière d'opération, c'est-à-dire livraison des programmes et services. Je ne veux pas savoir comment tu as livré les programmes et services. Moi, je veux savoir combien de séances as-tu animé avec des clients sur tel ou tel sujet? Parce que notre cible, c'était 8. Fait que moi, j'ai le goût que tu me rapportes à chaque 3 mois sur où ce qu'on est rendu en lien avec ça. Tu vois la différence entre les deux? Donc, un CA qui contribue à la performance de l'entreprise, c'est un CA qui va demander une reddition de compte axée sur les résultats plutôt que sur les activités. Pour créer une culture d'imputabilité au sein de ton conseil d'administration, c'est aussi une excellente idée d'établir, de réfléchir à des objectifs qui soutiennent la mission et la vision. Hein? Des objectifs SMART, mesurables, réalisables, tout ça. Les bons objectifs stratégiques et opérationnels, bien définis, ça veut dire clair, avec des cibles, mesurables sur le temps, ça peut vous donner une longueur d'avance. Établir des objectifs aussi qui sont en lien avec la mission et la vision. Puis là, ici, là, c'est pas l'approche croque-pot. Hein? C'est beau d'établir des objectifs et tout ça. C'est beau de donner un cadre d'imputabilité à notre direction générale. C'est beau de miser sur une reddition de compte axée sur les résultats plutôt que sur les activités. Il faut aussi y aller avec un processus de rétroaction continue en lien avec ces différentes choses-là. Il faut s'assurer qu'on donne de la rétroaction continue à notre direction générale en lien avec le cadre d'imputabilité, en lien avec la réalisation des objectifs, en lien avec la fréquence à laquelle elle nous rapporte sur les résultats, peut-être même sur la façon dont la DG nous rapporte sur les résultats. Hein, si la DG nous fournit un rapport financier que personne ne peut comprendre autour de la table du CA, puis qu'on est tout en train d'un peu se gratter la tête puis se demander qu'est-ce qui se passe, bien, il faudrait peut-être avoir la discussion, peut-être en comité d'encadrement, d'évaluation et de compensation de la direction générale, de dire, lors de la dernière rencontre de CA, on a eu un petit huis clos à la fin pour t'offrir de la rétroaction continue, hein, DG. Puis vraiment, autour de la table du CA, on a un peu de mal à comprendre la façon dont les résultats financiers sont présentés. On aimerait A, B, C, D, E. Hein, fait, si la DG, elle ne sait pas que son rapport de finances n'est pas comprenable par le CA, si le CA n'a pas été clair avec la direction générale sur la façon dont il souhaite recevoir les informations, ben, on ne peut pas se blâmer de part et d'autre de ne pas être clair ou de soumettre des rapports qui ne sont pas comprenables. Donc, créer une culture d'imputabilité, il y a un loop ici là, de rétroaction continue. Puis, comment créer une culture d'imputabilité au sein d'un conseil d'administration? Ben, c'est de s'assurer qu'on mise aussi sur l'évaluation de la performance du CA, des comités, des dirigeants et des dirigeantes, de la direction générale, qu'on évalue notre modèle de gouvernance aussi de façon annuelle, dire on a un modèle de gouvernance qui est un modèle de gouvernance par politique qui prend beaucoup de ressources et de monde pour l'appuyer, mais on a juste 2 employés dans l'entreprise. Ce serait-tu le temps peut-être de s'interroger sur notre modèle de gouvernance puis se demander si c'est le bon?
Hein? On est comment en lien avec nos comités? Est-ce que les comités font leurs travaux? Est-ce que les recommandations qui proviennent des comités sont bien présentées au CA, puis sont bien expliquées, puis sont bien mises en contexte pour que le CA puisse prendre une prise de décision éclairée? On est-tu en train d'évaluer notre direction générale à chaque année? Sinon, OK, au pire, aux 2 ans, là, mais vraiment, annuellement, ce serait, c'est optimal. Ça peut aller jusqu'aux 2 ans. Fait que, première façon pour un conseil d'administration de contribuer à la performance de l'organisme, créer une culture d'imputabilité. Puis si on va vers la deuxième, assurer l'efficacité et l'efficience du conseil. Si le conseil est dysfonctionnel, ça pourrait peut-être avoir un impact sur la performance de l'entreprise. Donc, c'est important que nos réunions de conseil d'administration soient efficaces, qu'elles soient axées sur la reddition de comptes, sur la conformité et la diligence. Ici, je ne peux pas m'empêcher d'amener ceci sur la table. Rappelez-vous que la rencontre du conseil d'administration, ce n'est pas la rencontre de la direction générale. Puis je vous ramène à ma diapositive précédente. Cadre d'imputabilité de la direction générale, reddition de compte axée sur les résultats, ça va main en main avec la notion que le rapport de la direction générale sur les résultats qu'elle a atteints, résultats stratégiques, opérationnels et autres, c'est une partie de la rencontre du conseil d'administration. Ce n'est pas la rencontre du conseil. La rencontre du conseil, ce n'est pas la rencontre de la direction générale. Il devrait aussi y avoir d'autres dirigeants et dirigeantes qui rapportent au CA sur les travaux de leur comité et sur les recommandations. Fait que quand on dit ici efficacité et efficience du conseil, bien, réunion efficace, axée sur la reddition de comptes de la direction générale, mais aussi des autres dirigeants et dirigeantes, donc des comités. Parce que quand les comités font leurs travaux, ils ont ils arrivent au conseil avec des recommandations. Puis ça nécessite souvent une discussion autour de la table du conseil et définitivement une prise de décision. Est-ce que le conseil va prendre une résolution qui est en ligne avec la recommandation du comité ou non? Hein? Bien, les réunions efficaces axées sur la reddition de compte, la conformité et la diligence, c'est le point que je mets devant vous ici comme une façon d'assurer l'efficacité et l'efficience du conseil. Une autre astuce, c'est que l'ordre du jour, il est récurrent puis il est routinier. On sait à quoi s'attendre. On a des items récurrents à l'ordre du jour. Déclaration des ouvertures de la rencontre, déclaration des conflits d'intérêts, adoption du programme de l'ordre du jour, adoption du PV de la dernière rencontre, rapport des dirigeants et des dirigeantes, DG, trésorière, présidence, sur son rôle de représentation, ça a fait de la représentation, mais principalement sur le travail de son comité, le comité d'encadrement d'évaluation de la DG. Les autres dirigeants, dirigeantes devraient aussi rapporter au conseil d'administration dans le cadre de la rencontre du CA. Puis ensuite, il y a d'autres points récurrents. Par exemple, c'est quoi les suivis avec tout ce dont on a discuté aujourd'hui? Est-ce qu'on les note autrement ou on les note ici? À vous de le figurer, mais c'est un élément récurrent dans un ordre du jour. Il y a aussi toute la fameuse question de communication. Qu'est-ce qu'on communique? À qui? Quand et pourquoi? S'il y a des choses à communiquer à l'externe à la suite d'une rencontre de conseil d'administration, bien, il faudrait s'entendre sur qu'est-ce qu'on communique à l'externe, pourquoi, qui va le faire et quand. Puis ensuite, il y a souvent un autre point récurrent à l'ordre du jour, ça va être confirmation des prochaines activités du conseil. Par exemple, la prochaine rencontre du comité de tel a lieu tel, puis prochaine rencontre de CA à ce moment-là, puis peut-être, je ne sais pas moi, s'il y a une retraite du conseil qui s'en vient, retraite du conseil d'administration qui s'en vient à la fin juin, on rappelle les activités. Hein? Fait que ça, c'est juste un exemple là, que je vous ai lancé comme ça d'un ordre du jour récurrent et routinier. Mais c'est un bon outil pour assurer l'efficacité et l'efficience du conseil. Une autre astuce aussi, c'est que vos rapports, donc les rapports des dirigeants et des dirigeantes, qui soient gabarisés, faciles à rédiger, à lire et à comprendre, et qui soient envoyés bien à l'avance. Par exemple, le rapport du comité de finances pourrait faire l'objet d'un gabarit standard dans l'entreprise. Comme ça,
On sait à quoi s'attendre. Les rapports de tous les comités pourraient être gabarisés pour que n'importe qui est dans le rôle de trésorière, ou si on parle du comité de gouvernance et de conformité, dans le rôle de secrétaire de gouvernance, que cette personne-là, dès son entrée en poste, elle puisse facilement rédiger les rapports et les envoyer aux collègues autour de la table du conseil d'administration bien à l'avance pour que les gens aient la chance de se préparer. Une autre astuce, ben, c'est que les demandes du conseil soient raisonnables et alignées sur la mission, la vision et les valeurs. C'est normal qu'un conseil d'administration demande des choses à la direction générale, par exemple. C'est normal. Je ne peux m'empêcher, par contre, de faire une petite mise en garde. Attention au montant de choses qu'on demande à la fois. N'oubliez pas que, par exemple, la direction générale, elle gère l'entreprise au quotidien. D'y demander de complètement revoir sa structure de rapportage financier à l'intérieur de 2 semaines, il faut faire attention. Puis aussi, s'assurer, faire attention au fait que les demandes du conseil, soient raisonnables, hein, ça c'est ce dont je viens de vous parler, mais que les demandes du conseil soient alignées sur la mission, la vision puis les valeurs aussi. On ne peut pas commencer à s'enligner de droite à gauche, dire oh non, DG, va donc chercher un financement pour faire ça. Ça ne colle pas pantoute avec notre mission, nos objets, puis notre vision stratégique, puis c'est contre nos valeurs, mais allons-y donc. Hein? Fait attention à ça. C'est vraiment juste un petit point de réflexion sur lequel je vous demande de réfléchir. Puis, bien sûr, en matière d'efficacité et d'efficience du conseil, c'est important de respecter les rôles et les responsabilités. C'est un peu pour ça aussi que je vous en ai parlé en introduction de webinaire. Hein? Respecter les rôles et les responsabilités qu'on s'est donnés, puis s'assurer que si on est un CA surveillant, qu'on n'est pas constamment en train de rentrer dans la cuisine de la direction générale en lui posant plein de questions sur le comment elle fait les choses, au lieu de lui demander comment ce qu'elle fait se rapporte à notre stratégie, comment ce que la direction générale est en train de faire est conforme ou non à nos politiques. Hein? C'est au lieu de pourquoi tu as utilisé tel réseau social pour mobiliser telle partie prenante. Peut-être pas la question à poser. La question à poser, c'est comment, peux-tu nous expliquer comment comment cette façon de mobiliser-là est alignée avec notre vision stratégique puis nos valeurs organisationnelles, juste pour te donner cet exemple-là. C'est en parlant d'efficacité, d'efficience et de respecter les rôles et les responsabilités que j'en arrive à ce modèle de gouvernance efficace ici que nous, on aime bien utiliser pour illustrer ce que je viens de vous expliquer. Donc, un conseil d'administration efficient et efficace, si tu es un CA surveillant, c'est-à-dire qu'il y a une direction générale en place, bien, respecter les rôles et responsabilités, ça veut dire que toi, tu te préoccupes principalement et tu poses des questions en rencontre de CA, principalement en lien avec le cadre stratégique, la gestion de risque, les politiques, le budget global. Grosso modo, tu es en mode surveillance si tu respectes les rôles et responsabilités qui sont établis. Puis si tu es une direction générale, ben pour contribuer à la performance de l'entreprise, toi, tu es vraiment en train de t'assurer que tout ceci, là, c'est en place, livré avec excellence, tu as des résultats qui parlent d'eux-mêmes, tu les présentes de façon efficace, en lien avec le cadre stratégique puis ton cadre d'imputabilité et tout et tout. C'est un peu ici pour illustrer toute cette notion-là de conseil d'administration efficace et efficient. La troisième façon dont le conseil d'administration contribue à la performance de l'organisme, c'est que les communications sont efficaces. Ça veut dire quoi ça pour un conseil d'administration? Je te donne quelques exemples ici. Ça veut dire que les points d'information sont communiqués par d'autres moyens qu'en réunion de CA. Une rencontre de CA, ce n'est pas un outil de communication. Moi, je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que dans mon conseil d'administration, on passe beaucoup ou peu de temps à discuter de choses qui sont vraiment des points d'information, genre pour notre information générale,
au lieu de se focusser sur la prise de décision, puis l'analyse des résultats qu'on reçoit, puis la prise de décision en lien avec ces résultats-là. La fameuse notion de la rencontre du conseil d'administration comme un newsroom, ça peut être des choses comme le message de la direction générale au début de la rencontre ou le message de la présidence au début de la rencontre. Ça nous amène dans plein de directions et ça peut prendre jusqu'à 30 minutes. Donc, si toi, tu es administrateur, administratrice autour d'une table de conseil d'administration, puis ça serait utile pour ton travail à toi de te familiariser avec les programmes et les services, bien peut-être que ce qui est nécessaire, c'est que tu t'inscrives à l'infolettre de l'organisme. Comme ça, tu reçois les informations sur les programmes et services, puis sur What are we up to et tout ça qui est vraiment un infolettre, c'est assez fin là. Ne vous servez pas d'une rencontre de conseil d'administration comme un infolettre, vraiment, c'est ce que j'essaie de dire ici. S'il y a de l'information organisationnelle qui est à l'extérieur d'informations qui est requise au CA pour prendre une décision, il faudrait peut-être se demander si ça ne serait pas plus efficace de communiquer ces informations-là par d'autres moyens qu'en rencontre de conseil. Quand je vous parle de communication efficace comme façon de contribuer à la performance de l'organisme, ben, c'est d'essayer de garder le plus possible la documentation concise et s'assurer qu'elle supporte le travail du conseil. J'ai un excellent exemple ici. Si tu as un rapport narratif de la direction générale, c'est-à-dire un rapport qui documente seulement ce que la direction, exclusivement ce que la DG a fait pendant le mois, et que tu te demandes pourquoi que le CA pose juste des questions sur la cuisine, je pense que tu viens de répondre à ta propre question. Je suis en train de renforcer ici un point qu'on a vu un peu plus tôt dans le webinaire, l'importance du cadre d'imputabilité, des objectifs opérationnels et stratégiques bien définis et de toute la façon dont on rend des comptes. Parce que si on accepte comme conseil d'administration que notre direction générale, elle nous rapporte juste sur les activités qu'elle a faites au lieu de nous rapporter sur les résultats, si on accepte ça comme CA et qu'on dit rien, ben c'est notre faute à nous comme CA. C'est probablement pas juste la faute de la direction générale. Parce que si on ne lui dit pas ce à quoi on s'attendait en matière de rapport, en matière de reddition de comptes sur les résultats stratégiques et opérationnels et tout ça, comment est-ce qu'on peut s'attendre qu'elle le sache? Je reviens ici à la notion de 4 façons dont un CA contribue à la performance de l'entreprise, ben, c'est par des communications efficaces qui passent également par de la documentation concise au sein du conseil qui supporte ces travaux. Puis il y a un lien direct entre les points 2 et 3 ici. Les rapports sont axés sur les résultats et la performance plutôt que sur les activités et les travaux de la direction générale et de son équipe. J'ai l'impression que j'en ai assez parlé dans le point supplémentaire, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Communication efficace, ça veut aussi dire communiquer les bonnes informations au CA pour la prise de décision, puis contribuer à leur assurance raisonnable que les choses vont bien. Des communications efficaces, ça veut aussi dire en tant que CA de s'assurer qu'il y a un seul point de contact principal entre le CA et l'organisme, puis que ce soit la direction générale. Finalement, et non le moindre, la réussite des comités, assurer la réussite des comités, c'est aussi une des façons dont le CA contribue à la réussite, à la performance, pardon, de l'OSBL. Réussite des comités, ça veut dire que les comités accomplissent leur mandat avec le moins d'intervention possible de la direction générale. Puis là, ici, je sais que ce n'est pas toujours populaire comme opinion, mais on l'a et on la respecte et ça fait partie des bonnes procédures de gouvernance. C'est le travail de qui d'organiser le CA? C'est le travail du CA. Bien sûr, si le CA a besoin d'appui technique pour ses rencontres de comité, appui technique, je veux dire, mettre à disposition les outils de l'organisme pour faciliter les travaux des comités, absolument, on va se tourner vers notre direction générale puis son équipe. Par exemple, d'utiliser la plateforme Zoom de l'entreprise pour les rencontres de comité, c'est fréquent, ça fait du sens, right? It makes sense.
Ça ne veut pas dire que parce que la DG et ou son équipe met à disposition le Zoom de l'entreprise pour les rencontres du CA et la rencontre des comités, ça ne veut pas dire que c'est le rôle de la direction générale, puis que c'est sa responsabilité à elle et son équipe de convoquer toutes les rencontres, de dresser les ordres du jour, d'envoyer les ordres du jour au comité puis au CA. Ah, tu me suis-tu? Assurer la réussite des comités, c'est le rôle du CA et des comités qui fonctionnent et qui fonctionnent avec le moins d'intervention possible de la conseil de la direction générale. C'est un conseil d'administration qui a en main son fonctionnement, qui veille à son propre fonctionnement efficace, qui a les moyens de l'assurer et qui se procure de l'appui administratif de la DG et de son équipe au besoin. Mais c'est un CA qui prend sa propre gouvernance en charge. À moins que tu es dans une organisation où il y a une personne qui est attitrée à prendre en charge l'appui au conseil d'administration parce que c'est une job en soi. Hein? Les grosses organisations, les grosses boîtes, ils ont ce genre de rôle-là. Un governance professional ou un professionnel en gouvernance qui est là vraiment pour appuyer le CA. C'est sa job principale. Ben, on s'entend que ça existe dans des grosses entreprises. Et la personne qui joue ce rôle-là est une personne qui a, par exemple, certaines des mêmes accréditations que moi j'ai comme conseillère en gouvernance. Je m'imagine que ce n'est pas le cas pour la plupart de vos organismes. Alors, assurez-vous que les comités accomplissent leur mandat et que le CA accomplit son mandat de gouvernance avec le moins d'intervention possible de la DG. Parce qu'elle est déjà occupée, la direction générale, à gérer l'organisme au quotidien, tous ses programmes, ses services, les employés. Elle est busy avec mettre en œuvre la mission de façon efficace. Elle est busy avec réaliser la vision stratégique ambitieuse et réalisable que vous avez déterminée avec elle en conseil d'administration. Je passe à mon deuxième point. Réussite des comités, c'est aussi les comités rapportent au conseil sur les travaux du comité et des résolutions. Donc, les comités ont des recommandations à faire, puis ils vont apporter ces recommandations-là au CA, souvent sous forme de propositions de résolution, par exemple. Pas tout le monde fonctionne comme ça, mais ça arrive. 4 façons d'assurer, de contribuer à la performance. Quand on parle de réussite des comités, c'est aussi s'assurer qu'on n'a pas de comité opérationnel au sein du conseil d'administration. Si, par exemple, on célèbre notre 20e anniversaire dans la prochaine année, puis il y a un comité d'événements qui est mis en place, puis qu'il y a des personnes du conseil d'administration qui vont être à ce comité-là, fine. C'est un comité opérationnel qui est sous la gouverne ultimement de la direction générale. Par exemple, si on est en train de vouloir travailler sur un nouveau logo pour l'organisation, c'est parfait d'avoir un comité mis en place, un comité opérationnel qui est mis en place pour la question du nouveau logo, mais ça ne sera pas un comité du conseil. Ça va être un comité de la direction générale dans lequel il va y avoir des administrateurs et des administratrices. Mais ce que je t'invite à te rappeler, c'est qu'en tant que personne qui siège autour de la table du CA, si tu sièges à un comité opérationnel qui est dirigé par la direction générale, ben quand tu es dans ce comité-là, tu travailles pour la direction générale. Rédaction de procédure, ça pourrait être le même genre d'exemple. L'autre item ici dont j'ai le goût de te parler en matière de réussite des comités, c'est que les dirigeants et les dirigeantes pilotent les travaux de leurs comités respectifs. C'est un peu en lien avec le premier point ici. Mais c'est vraiment les présidences des comités qui sont responsables de driver le dit comité. Hein? Fait que, par exemple, c'est normalement, pas normalement, c'est pas le bon mot, mais plus souvent qu'autrement, ça va être la personne trésorière qui va être la présidence du comité de finances. Ben, c'est la personne trésorière qui va driver l'agenda de ce comité-là.
Genre, c'est la trésorière qui va établir l'ordre du jour, puis qui va peut-être, par exemple, consulter l'ADG parce que la direction générale gère les finances au quotidien. Fait qu'elle a peut-être des choses qu'elle veut apporter à l'attention du comité. Elle a peut-être des questions à soumettre à l'examen du comité. Excellent. Ça reste que c'est la personne trésorière qui drive le processus, pas l'ADG. Puis, réussite des comités, ça veut aussi dire un rapport par dirigeant et dirigeante selon leurs responsabilités. Par exemple, la présidence du conseil d'administration va rapporter sur ses activités de représentation, si elle en a et si ça fait partie de ses responsabilités. Et dans un deuxième temps, elle va rapporter sur les travaux du comité d'encadrement, d'évaluation et de compensation de la direction générale. Même chose pour la personne trésorière. Même chose pour la personne secrétaire de gouvernance. Pardon, si c'est la personne qui est secrétaire de gouvernance, qui est aussi présidente du comité de gouvernance et de fonctionnement, ben c'est elle qui va préparer un rapport et qui va venir le présenter au conseil d'administration. Ce que j'ai le goût que tu retiennes ici, c'est qu'une quatrième façon dont le CA contribue à la performance de l'organisme, c'est par une structure de comité robuste qui réussit et qui s'acquitte année après année de l'ensemble de ses travaux pour le bénéfice de l'organisme. Puis je vais terminer le webinaire d'aujourd'hui en vous parlant des comités principaux. Je veux un peu faire un survol pour vous donner matière à réflexion, puis aussi pour vous encourager vers cette voie-là de structure de comité. Donc, le premier comité ici, c'est le comité de finances, d'audit, de gestion des risques et de vérification des contrôles. Le genre de responsabilité qui revient souvent à ce genre de comité-là, c'est surveiller et examiner les états financiers de l'organisation, par exemple. État des résultats, bilan. C'est aussi d'élaborer et recommander le budget annuel au conseil. Dans les conseils d'administration où il y a une structure de comité établie et structurée, bien, quand la direction générale prépare son budget prévisionnel, elle va d'abord le présenter au comité. Le comité de finances va l'éplucher, va le décortiquer avec la DG, poser plein de questions. Puis ensuite, le comité va décider de recommander ou non au CA. Puis quand je dis recommander ou non, bien, ça se peut qu'à la sortie de la première rencontre du comité, lors de laquelle la DG présente son budget prévisionnel, ça se pourrait que le comité parte tout de suite à une recommandation au conseil d'administration de l'approuver. Ça se peut aussi qu'il y ait des choses qui clochaient, puis on demande à la direction générale de retourner faire des modifs avant que le comité veuille le recommander au CA pour approbation. Dans les deux cas ici, ce que je t'invite à retenir, c'est cette notion-là qu'une des responsabilités d'un comité de finances, typiquement, c'est d'élaborer et de recommander le budget annuel au conseil, de concert avec la direction générale. Ça veut aussi dire avoir l'œil sur les investissements, puis en suivre la performance. Ça veut aussi dire s'assurer de gérer la relation avec les auditeurs externes puis examiner les rapports d'audit. Hein, les rapports d'audit sont importants ici. Il devrait y avoir un comité qui est responsable de regarder ça, ces recommandations-là, puis de suggérer des mesures d'action au conseil d'administration en fonction de ces rapports-là. On parle ici d'assurer l'application des recommandations issues de l'audit. Bien, je viens d'en parler. Vérifier les contrôles internes. On a-tu les bonnes politiques et procédures financières pour prévenir la fraude? Est-ce qu'on a pardon, des évidences que nos processus financiers sont intègres? De quoi ça a l'air, ces choses-là? Surveiller, identifier les risques financiers, opérationnels, développer, réviser et actualiser les politiques financières de gestion et administratives. Ce sont toutes des responsabilités typiques, normalement accordées, ou plus souvent qu'autrement, accordées à un comité de finances. L'autre comité dont j'aimerais te parler, c'est le fameux comité de gouvernance du fonctionnement et de la conformité. Normalement, pas normalement, mais le genre de responsabilité qu'on retrouve plus souvent qu'autrement, attitré à ces comités-là, ben, c'est de développer, réviser puis mettre à jour les politiques et procédures de gouvernance. C'est d'assurer la conformité du conseil et de l'organisme avec les lois. Le meilleur outil pour ça, c'est un tableau de conformité. Tableau de conformité légale. On liste toutes les lois auxquelles on est assujetti, puis on s'assure de cocher à une fréquence qui fait du sens selon
votre réalité puis votre modèle. On coche quant à la conformité. On est-tu conforme à la LOSBL si on est incorporé en Ontario? On est-tu conforme aux autres lois et règlements qui s'appliquent à nous comme organisme à but non lucratif incorporés en Ontario ou ailleurs au pays selon la loi qui nous gouverne? Le comité de gouvernance va normalement être en charge de gérer l'évaluation annuelle du CA, hein, évaluation du conseil dans sa performance, aussi évaluation des administrateurs et administratrices en lien avec leurs responsabilités. Hein, la présidence, on va l'évaluer en fonction de ses responsabilités qui sont décrites dans les politiques et procédures de gouvernance. Si on n'est pas en train de l'évaluer sur les responsabilités qu'on lui a déjà accordées, on est en train de l'évaluer sur quoi? Donc, évaluer le CA, les administrateurs, les administratrices. C'est aussi, plus souvent qu'autrement, à ce comité-là que revient la responsabilité d'organiser les programmes d'orientation et de formation pour les nouvelles personnes. Hein? Suite à l'élection des nouvelles personnes autour de la table du conseil, programme d'orientation, prise en charge assurée par le comité de gouvernance. Surveiller et maintenir l'efficacité du conseil et de ses comités. On a-tu des ordres du jour puis des rapports complètement différents de comité à comité? Au niveau des sujets, peut-être, mais la forme, elle, est-tu la même? C'est le genre de choses qui relèvent normalement du comité de gouvernance. Assurer l'harmonisation de notre documentation. S'assurer que le code de conduite et les règles d'éthique sont respectées, puis que le code de conduite, par exemple, est signé annuellement par tout le monde. Mettre en place une matrice des compétences du conseil, puis d'aller recruter en fonction de ça. Puis bien sûr, piloter le recrutement des administrateurs et des administratrices. Et le dernier, mais non le moindre, j'ai le goût de te parler pour terminer du comité d'encadrement, d'évaluation et de rémunération de la direction générale, qui a, plus souvent qu'autrement, le genre de responsabilité suivante. Bien, assurer l'évaluation annuelle de la direction générale. En lien avec quoi? Bien, son cadre d'imputabilité. Par le cadre d'imputabilité, on vient établir les attentes de performance et autres qu'on a envers la DG. Ça nous donne un point de départ où c'est là-dessus qu'on devrait l'évaluer, notre DG. Hein, on évalue la performance annuelle de la DG en lien avec les attentes opérationnelles, stratégiques et autres qu'on a établies dans le cadre d'imputabilité. Ce comité-là est normalement responsable de recommander au CA le niveau de rémunération aussi et les avantages de la direction générale. C'est le comité qui est normalement responsable d'établir et surveiller le cadre d'imputabilité de la DG. S'il y avait un processus d'embauche de la DG à mettre en place, ce serait le rôle de ce comité-là de le piloter. Hein? Si nouvelle DG il y aurait à recruter, ce serait ce comité-là qui piloterait la démarche. C'est ce comité-là qui va normalement avoir comme travail d'élaborer et actualiser un plan de succession pour la DG, puis aussi assurer le processus de transition. C'est aussi normalement le comité de gouvernance qui va piloter le processus d'élaboration du plan stratégique, en collaboration avec la DG puis les parties prenantes, bien sûr, et qui va intégrer ces éléments-là stratégiques au cadre d'imputabilité de la direction générale. Ici, je t'ai donné l'idéal. C'est l'idéal des comités d'avoir des responsabilités pour chaque comité qui ressemblent un peu à ceci. Puis voici ce que je vais vous dire là-dessus. Ce qu'on voit plus souvent qu'autrement dans les conseils d'administration qui ont une structure de comité comme celle-ci et qui font leurs travaux de gouvernance systématiquement à toutes les années, ils n'ont pas le temps d'être dans la cuisine. Ils n'ont pas le temps d'être dans la cuisine parce qu'ils sont tellement occupés à faire leur travail de gouvernance, à être diligents et à être prudents, à s'assurer que leur surveillance est complète. C'est également des organismes au sein desquels il y a des hauts niveaux d'assurance raisonnable. Le CA a l'assurance raisonnable que les choses vont bien et que les résultats, autant stratégiques, opérationnels, sont en train d'être réalisés et que la mission est en train d'être mise en œuvre de façon efficace et que la vision stratégique est en train de se réaliser et qu'il y a une culture de collaboration au sein de l'organisme qui assure que les choses sont faites conformément à nos valeurs organisationnelles. Donc, je termine, bien sûr, avec
nos prochaines formations gratuites qui auront lieu le 8 et le 22 avril. Donc ici à l'écran, tu as en rouge nos 2 prochains webinaires en leadership de gestion, pratique incontournable pour les gestionnaires en milieu syndiqué, le 8 avril, la gestion du changement et l'intelligence émotionnelle, le 22, et ensuite nos 2 prochaines formations gratuites en gouvernance, les 5 habitudes d'un CA responsable et un webinaire sur la performance organisationnelle. Donc, toutes ces formations gratuites-là sont disponibles pour inscription au disquitus.com dans l'onglet en haut formation gratuite, webinaire. On a hâte de te revoir à une de ces belles formations-là. Puis, je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci.